Bien, bonsoir, merci d'être venu chez le Caribe ce soir. On est très heureux d'accueillir Ben H. Winters. Mais oui. On va dire Ben Winters, Ben peut-être, Winters. puisqu'on est Whatever. pas très habitué à utiliser la I figured, yeah. I got that much. initiale intercalaire. Ça nous fait vraiment très plaisir parce que voilà, son dernier livre traduit en français est un livre assez étonnant dont on va parler ce soir. Ben Winters, c'est quelqu'un qui est particulièrement intéressant parce que ça va tout de suite nous poser des questions autour d'un de nos genres favoris, donc le genre science-fictif au sens large, parce que c'est quelqu'un qui s'inscrit d'une façon curieuse en fait dans le genre. C'est quelqu'un qui, avant donc d'écrire Underground Airlines, a écrit et continue à écrire de la poésie, du théâtre, des livrets en fait de comédie musicale, Petit peu. Mais oui. et des romans qui certes se situent dans un contexte apocalyptique, donc appellent les étiquettes, mais qui sont sinon des romans policiers qu'on va trouver plutôt dans des collections, d'ailleurs en France en tout cas, dans des collections de romans policiers. Et l'un des symptômes de Crime novels. cette capacité en fait à évoluer dans plusieurs genres, c'est que Ben Winters s'est vu décerner donc un prix Philippe Cadic, donc côté science-fiction, et un prix Edgar côté roman policier et thriller. Et Underground Airlines, c'est probablement une des vraies beautés en fait de ce livre, c'est qu'on va rapidement préciser le contexte, mais c'est un livre donc qui traite extrêmement sérieusement par le mode uchronique, par le mode du what if, un sujet brûlant, et qui continue à être brûlant plus d'un siècle et demi en fait après le moment de divergence historique que traite Underground Airlines, mais qui le traite sous un mode de thriller, de roman policier, de roman d'espionnage, de roman d'infiltration, et qui est passionnant de bout en bout. Et donc on va quand même essayer ce soir, enfin vous le savez que si vous connaissez Caribe, qu'on essaye de toute façon d'en dire toujours le moins possible sur les livres tout en prétendant en parler pendant une demi-heure, mais on va essayer de faire un effort particulier pour surtout pas spoiler en fait les diverses révélations possibles en fait dans cet ouvrage. Donc voilà, donc ensuite on va vous lire quelques extraits parce que je pense que la musique et la tension en fait de cette écriture, qui justement est une écriture qui se nourrit à pas mal de sources différentes, sont intéressantes. Ensuite on posera quelques questions, et puis si vous avez des questions, bien sûr, il ne faudra pas hésiter. So we're starting with the reading. Great. Yeah. Je suis désolé, mais I don't have the book here in English, so I'm going to read from my phone. I apologize. And I'll just start. You want to read after me? Okay. Or along. And if it is too much, we'll stop. Donc juste un tout petit élément de contexte. On est au tout début du livre. On a fait exprès de choisir deux extraits qui sont très proches du début pour éviter justement d'en dévoiler trop, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas lu le livre, bien entendu. Le personnage principal, en fait, dîne avec un prêtre. Et Yeah. Voilà. Here, let me just to explain for a moment the very bare bones of the idea of the book. And I know you explained the what-if scenario. There was no civil war. There is still slavery in 4 American states. The hero of the book, who is really what we say in English, an anti-hero. I don't know exactly how the word translates, but he is a hero who is quite villainous, at least in the beginning of the book, is he is himself an escaped slave who has been captured and who is now working for the government, for the U.S. Marshal Service, as an undercover agent, recapturing other escaped slaves. So, and when we meet him in the beginning here of the novel, he is undercover. So his name in this section is Jim, but it's not really Jim. We never really find out what his name is for sure in the whole book. We can talk about that later. Okay, so I'll start, and if it is too long, we'll stop. But he's in a diner at the beginning, and he's with a priest, a young priest. Listen, I am a free man, as you see, sir, legally so, I said, then charging on before he could interrupt.
manumitted years ago, thanks to the good Lord in heaven and my master's merciful last will and testament. I have my papers are in order. I got my high school equivalency, and I'm working, sir, a good job, and I'm in no kind of trouble. It's my wife, sir, my wife. I have searched for years to find her, and I found her. I tracked her down, sir. I understand, said Father Barton, grimacing, shaking his head. But, Jim, she is called Gentle, sir. Her name's Gentle. She is 33 years old, 33 or 34. I stopped, blinking away tears, gathering my dignity. I'm afraid I have no photograph. Please, Jim, please. He spread his hands. My mouth was dry. I licked my lips. The fan turned overhead, disinterested. One of the cops, the white one, thick-necked and pink-skinned, reared back and slapped the table, cracking up at something his black partner had said. I held myself steady and let my eyes bore into the priest's. Let him see me clear, hear me properly. Gentle is at a strip mine in Western Carolina, sir. The conditions are of the utmost privation. Her owner employs overseers, sir, of the cruelest stripe from one of these services, private contractors. And now this mine, I've been looking, Father, and this mine has been sanctioned half a dozen times. They've been fined, paid millions in these fines for treatment violations, but you know how it is with these fines. It's a drop in the bucket. Barton was shaking his head, gritting his teeth emphatically, but I wouldn't stop. I couldn't stop. My words had become a hot rush by then, fervent and angry. Now this is a bauxite mine, and a female PB, one of her age and her weight, according to the law, Please, Jim. Father Barton tapped his fingertips twice on the table, a small but firm gesture, like he was calling me to order or calling me to heal. The compassionate glow in his voice was beginning to dim. You need to listen to me now. We don't do it. I know what is said of me and my church. I do. And I believe in the cause, and the church believes in the cause as a matter of policy and faith. I have spoken on it and will continue to speak on it, but speaking is all that I do. He shook his young head again, looked quickly at me and then away from my frustration and grief. I feel deeply for your situation, and my prayers are with you and your wife, but I cannot be her savior. I was silent then. I had more words, but I swallowed them. This was a bitter result. I got through our brief supper as best I could, keeping my eyes on my plate, on my fish sandwich and coleslaw and iced tea. God only knows what I'd been expecting. Surely I had not imagined that this man, this child, would be so moved by the plight of my suffering Gentle that he would leap to his face and charge southward with pistols bared, that he would muster up a posse and kick in the doors of a Carolina mine, that he would take out his cell phone and summon up the army of abolition. For one thing, there is no such army. Everybody knows that. Everybody with sense, anyway. No such thing as the underground airlines. Not really. Not in any grand organized sense. No command center in the deserts of New Mexico, like there was in that movie they did a few years ago. No paramilitary force with helicopters and flash bombs waiting on the orders of a mighty anti-slavery general to rush into motion. There are rescues, though. There are saviors. It's piecemeal. It's small group action. Teams of Northerners, daring or crazy, making pinprick raids into the hard four, grabbing people up and hustling them to freedom. There are ad hoc efforts, small organizations, cells, each running its own route of the airlines. You just got to know the right people. And this man, this Father Barton here, he was supposed to be the right people. The man to get with. Everything I had heard, all the information I had collected, it all said that here in Indianapolis, in central Indiana, Father Barton up at St. Cat's, this was supposed to be the man. And now here I was, helpless, watching him eat a hamburger with a paper napkin tucked into his clerical collar, fussily dabbing ketchup from the corners of his mouth, listening to him assuring me in his soft voice, to allay any concerns, that everything on the menu had been certified by the North American Human Rights Association, a Montreal-based outfit that inspects supply lines. I nodded blankly. I murmured, "Oh," into my coffee. "Oh, good." Like it mattered. Indiana was, like most states, a clean hands state.
having a law on the books, barring places of public accommodation from serving anything out of the four. All the rest of it, all the Canadian supply chain auditors, all the independent inspectorates and cruelty-free certification programs, well, that's all marketing. Fancy-sounding words to gin up donations for the anti-slavery nonprofits. But Father Barton, he pointed his skinny finger at the little gold seal on my menu like it was some kind of consolation prize. I can't get your beloved out of shackles, you poor bastard, but I can assure you that your tomatoes weren't harvested by a shackled line. When dinner was done, Barton took out his wallet, and I put out my hand and laid it over his. Hold on now. A little tremor rolled through my voice. I'm going to get this. Oh no! Father Barton shook his head and didn't pull away his hand, and we held that pose like an artwork. White hand on a brown wallet, black hand on the white hand. I can't let you do that. Come on now. I peered at him through my spectacles. I want to thank you for taking the time, that's all. It was good of you to take the time. The priest exhaled, nodded slightly, slowly removing his hand from our little pile-up. Here's what he was thinking right then. He was thinking, go on and let the man pick up the check. It's a gift to him, to let him feel like he's done something. I do not want to sound crazy or something, but I do believe that I have this strange power in certain situations. To read minds, I mean. Not to read thoughts, not exactly, but to read feelings, to read people, to know how people feel. Et voilà. You know, it's funny because this book came out in the United States 3.5 years ago or so. No, 2.5 years ago. So it's been a long time since I have read from it. And I don't think you selected this portion. I don't think I ever read from the first chapter before, because in a book like this, where the hero doesn't reveal who he really is until the second chapter, it's funny to read from the first chapter, but I like that portion. It makes me, yeah, I like it. It's always nice when you read something you wrote a few years ago and it's not bad. So that's good, thank you. Je vais essayer de le lire en français. Bon, je pense que vous avez tous compris en anglais, bien, mais d'une part, ça permet d'apprécier le travail et les choix qu'a fait Eric Holstein dans cette traduction. Il y a quelques finesses assez intéressantes. Et puis, effectivement, c'est quand même un passage. C'est dans le premier chapitre. Donc, même si maintenant on sait que c'est un agent sous couverture, puisque Ben nous l'a dit, au moment où vous lisez ce chapitre, normalement vous ne le savez pas encore. Donc, faites comme si vous ne le saviez pas. Mais ça dure qu'un chapitre, donc effectivement, c'est un tout petit spoiler. Écoutez, comme vous le voyez, mon père, je suis un homme libre. Légalement, je veux dire. J'enchaînais à toute allure pour être sûr qu'il ne m'interrompt pas. J'ai été affranchi il y a des années de ça. Grâce à Dieu, dernière volonté miséricordieuse de mon maître. J'ai mes papiers, et ils sont en règle. J'ai mon équivalence de diplôme, et maintenant j'ai un bon boulot, et je fais pas d'histoire. Mais c'est pour ma femme, vous voyez. Ma femme. Je l'ai recherchée pendant des années, mais ça y est, je l'ai enfin retrouvée. Je comprends bien, me coupa le père Barton en secouant la tête et en faisant la grimace. Mais Jim, elle s'appelle Gentle, mon père, Gentle. C'est ça son nom. Elle a 33 ans. Enfin, 33 ou 34. Je m'arrêtais là, clignant des yeux pour essayer de retenir mes larmes et conserver un semblant de dignité. J'ai bien peur de ne pas avoir de photo d'elle. S'il vous plaît, Jim, je vous en prie. Il tendit les mains, ma bouche était sèche, je passais ma langue sur mes lèvres. Au-dessus de nous, indifférent, le ventilateur tournait toujours. L'un des flics, le blanc avec son coup de taureau et sa coupe rose, se rejeta en arrière en frappant le bord de la table, mort de rire à cause d'une connerie que son collègue noir venait de lui sortir. Je me ressaisis et rivai mon regard à celui du prêtre, pour être sûr qu'il n'y ait pas de malentendu. Gentle est affecté dans une mine à ciel ouvert, en Caroline occidentale. Les conditions sont extrêmement dures. Son propriétaire emploie des brutes comme contremaîtres, des gars qui viennent de ce genre de compagnie privée spécialisée, vous savez. Puis il y a la mine, mon père, j'ai vérifié. Elle a déjà été sanctionnée, une bonne dizaine de fois par le BCT. Ils ont été condamnés, ils ont dû payer des millions de dollars d'amende pour mauvais traitement. Mais vous savez ce que c'est. Pour eux, c'est une goutte d'eau. Barton hochait la tête et serrait les dents, mais ce n'était pas ça qui allait m'arrêter. Impossible. Les mots sortaient de ma bouche comme un torrent de lave, poussé par la ferveur et la colère. C'est une mine de bauxite, mon père. Et pour une TA de son âge et de son poids, enfin vous voyez, si on s'en tient à ce que dit la loi, je vous en prie, Jim. Le père Barton tapota 2 fois du bout des doigts sur la table, un petit geste ferme, comme pour me rappeler à l'ordre ou m'enjoindre à me calmer. La note de compassion dans sa voix s'était émoussée. Vous devez m'écouter à présent. Nous ne faisons pas ce genre de choses.
Je sais bien ce qu'on colporte sur moi et ma paroisse, vraiment, et croyez-moi, je crois en la cause, tout comme mon Église y croit, politiquement parlant et devant Dieu. J'en ai déjà parlé dans mes sermons, et je continuerai de le faire, mais ça n'ira pas plus loin. De nouveau, il secoua la tête et détourna un instant son regard, loin, bien loin de la frustration et de mon chagrin. Je compatis sincèrement et mes prières vont vers vous et votre femme, mais je ne peux pas la sauver. Il venait de tarir mon flux de paroles. J'avais d'autres arguments à faire valoir, mais les ravalais. Tout ça pour ça. Je fis de mon mieux pour faire bonne figure pendant notre rapide dîner, ne levant pas les yeux de mon assiette, de mon sandwich, de mon coleslaw et de mon thé glacé. Dieu seul sait ce que j'avais espéré. Une chose est sûre, je ne m'étais pas imaginé que cet homme, ce gamin, irait prendre sur ses épaules le fardeau de sa souffrance, que le cas de Gentle l'émouverait au point de se ruer vers le sud, flingues à la main, ou qu'il irait mettre sur pied une équipe de gros bras pour investir de force une mine de bauxite de Caroline. Je ne m'étais pas attendu non plus à le voir dégainer son portable et battre le rappel dans les rangs de l'armée des abolitionnistes. Tout d'abord, parce qu'une telle armée n'existe pas. Tout le monde sait ça. Enfin, tous ceux qui ont un peu de jugeote. Pas d'Underground Airlines. Du moins, pas comme on pourrait l'imaginer. Pas de base de commandement secrète perdue dans les sables du désert du Nouveau-Mexique, comme dans ce navet qu'ils avaient sorti il y a quelques années. Pas de groupe paramilitaire équipé d'hélicoptères de combat et de bombes incendiaires qui attendraient que quelques mystérieux général abolitionniste leur ordonne de passer à l'action. Pourtant, il y avait bien des missions de récupération, des sauveteurs, mais c'était au coup par coup. Des raids éclairs menés par des commandos nordistes assez fous gonflés pour attaquer les hard forts et ramener des gens vers la liberté. Des actions ciblées, des petites équipes organisées en cellules, chacune traçant sa propre route, le long de l'Underground Airlines. Tout ce qu'il fallait, c'était connaître la bonne personne. Et cet homme, ce père Barton, était justement censé être la bonne personne, celui qu'il fallait suivre. Tous ceux que j'avais rencontrés jusqu'à présent m'avaient dit que là-haut, dans l'Indiana, à Indianapolis, c'était le père Barton de Sainte-Catherine, l'homme à contacter. Voilà pourquoi je me retrouvais ici ce soir à le regarder, impuissant, engloutir ses hamburgers, une serviette en papier coincée dans son col romain, essuyant consciencieusement le ketchup au coin de ses lèvres. Et je l'écoutais, de sa voix lénifiante, me dire de ne pas m'en faire. Que tout ce qu'il y avait au menu du Fountain Dinner était certifié par l'Association nord-américaine des droits de l'homme, un organisme basé à Montréal, qui opérait à des vérifications tout le long de la chaîne de ravitaillement. J'acquiesçais d'un air absent, je murmurais un « Oh, bien !» au fond de ma tasse de café. Pour ce que ça valait. L'Indiana, comme la plupart des États mains propres, avait une loi interdisant à tout établissement public de se fournir chez les 4. Tout le reste, les auditeurs canadiens, les inspecteurs indépendants, les labels cruelty-free, tout ça, eh bien, c'était juste du marketing. Des formules accrocheuses pour doper un peu les dons aux associations qui luttaient contre l'esclavage, ce qui n'empêcha pas le père Barton de m'indiquer d'un long doigt osseux un petit seau doré qui ornait le menu comme un genre de prix de consolation. Tu vois, mon gars, je ne peux briser les chaînes de ta femme, mais du moins, tu peux être rassuré, aucune des tomates que tu manges ce soir n'a été cultivée par des esclaves. Une fois notre dîner terminé, Barton sortit son portefeuille, mais je posai ma main sur la sienne. « Laissez. » Un léger tremblement rendait ma voix hésitante. « C'est pour moi. » « Oh non !» Le père Barton secoua la tête, refusant de retirer sa main. Nous gardâmes la pose un moment, comme pour une photo d'art, une main blanche sur un porte-monnaie noir et une main noire sur la main blanche. Je ne peux pas accepter. « Allons !» insistai-je, en soutenant son regard à travers mes lunettes. « Pour vous remercier d'avoir pris le temps de venir, c'est tout. C'est gentil à vous de vous être donné cette peine. » Le prêtre finit par lâcher un long soupir avant de lentement se soustraire à mon petit empilement. Je savais exactement ce qu'il était en train de se dire. « Allez, laissons-le payer. Je lui fais cette faveur. Il aura eu au moins l'impression de ne pas avoir totalement perdu son temps. N'allez pas croire que je déraille, mais je suis convaincu qu'à certains moments, je suis réellement capable de faire ça. Lire dans les esprits, je veux dire. Pas littéralement lire dans les pensées, mais plutôt dans les sentiments. Lire les gens, en fait. Savoir précisément ce qu'ils ressentent. It sounds better in French. Voilà, donc je pense que ça vous donne quand même ce contexte. Donc cet agent, on va suivre. On va tout de suite, le dévoiler un tout petit peu plus loin. On est 20 pages plus loin, mais dans un moment où son masque a commencé à tomber, même si on n'en sait pas encore beaucoup. Mais il est en train de mener. Il s'arrête pas là parce que le père Barton l'a dit ah non nous non pas du tout. On n'organise pas d'évasion. Qu'est-ce que vous racontez? On a du mal à vous renseigner. En fait, puisqu'il est effectivement lui en train de chercher à remonter les filières, il va faire un petit travail supplémentaire en fait. Voilà. Et donc en fait, il va aller dans un quartier. Là, je vais vous dire ce qui s'est passé pendant ces 15 pages.
pendant le dîner avec le prêtre, en fait, au moment à la fin où ils s'embrassaient pour dire bon bah désolé, il lui a quand même piqué son portefeuille. Et dans le portefeuille, il a ensuite, avant de le lui remettre, il a examiné en fait tout ce qu'il y avait dedans. Il a trouvé notamment des tickets de retrait de cash dans des distributeurs. Et il y en a un qui est très bizarre parce qu'il correspond pas du tout à l'endroit où le prêtre va la plupart du temps. Et donc le truc va aller voir dans ce coin en fait. Tiens, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ce coin-là qui fait que le prêtre est allé retirer du cash dans ce quartier un peu paumé, quoi. Approaching the building, I heard the rush and roar of a small engine, and then I saw him, a groundskeeper, hunched over and focused, working a leaf blower in an even line along the curb, throwing clouds of dirt and detritus off the sidewalk into the road. Hey man, I said, waving my hands as I came up to the sidewalk. Hold up a sec. The groundskeeper looked up, weary and wary, but he killed the engine. Oh yeah, hey man, hey. I rolled into the character as I came up on him, taking on a little decrepitude, a little stagger in my walk, a little grit in my eyes. Drifter, knucklehead, working on that good early morning drunk. How you feeling, brother? What can I help you with? The gardener was a tired, middle-aged black man, a dozen lifetimes of this kind of yard work bullshit already behind him. Not old, but getting there fast. Tired this morning, bones and fingers tired. Wanting to get this job done, get back in his truck before the rain came, if it was coming. Yeah, I said, talking quickly, licking my lips, addled and rapid. Yeah, I tell you, man, I've been wandering. You feel me? Been wandering today. He raised his eyebrows just the tiniest bits. He wore forest green coveralls with the name Reuben stitched into a white oval above the breast pocket, and Circle City Lawnscaping in big stencil block letters on the back. I hustled out my words. Yeah, so I saw this was a church, okay? And I just felt like I had to come on down here, 'cause listen, man, it just happens I've been hearing the angels, man, and they've been saying I need to get right with God. Angels been saying what I need to do is go on and get right today. Well, you won't be doing it here, man. Reuben turned his cracked lips up for a brief smile. This is not a church. It's a community center. What? Oh, church own it, but it ain't a church. And it's closed, man. Well, shit. Reuben liked that. He ground out a laugh, gravelly and low. Sorry, boss. Though what you call it, the diocese, they closed this place up a while back. 6 months ago, something? They got us coming by once a week to get it from overgrown and all, that's it. Oh, wow. Wow. Guess my angels got their wires crossed. I guess they did. We both laughed a little then, me and my man Reuben, and I stood and swayed in my drunkenness and shook my head and took a good hard look at that building. Not so grand a structure as St. Catherine's up there on Meridian Street, not by a long shot. Old, wood-sided, one-storied, a flat black roof. The front of the building had but one door, up a short walkway lined with box hedges and ivy. One of the windows was broken, a shatter scar through the middle of it like an unhealed wound. At the door handle, though, was a bright glint of gold. I held my eyes to that door for a second, squinting hopefully, as if to open it by force of will and get the salvation I was seeking. All right, well, Reuben raised his leaf blower. I better get back to it. Hold up a sec, I said in a burst of inspiration. Y'all hiring? His brows arched with fresh skepticism. I don't know. You gotta ask Rick about that. Rick? Yeah, Rick, or I guess Rick or Tiny. Tiny? That's right. You got a number? It's on the truck, man. Reuben was done with me. He turned away and fired up his leaf blower and called good luck over its roar as I tippled over to that truck, a Pakistani pickup on high wheels towing an enclosed flatbed trailer cluttered with mowers and rakes and shit. Both the truck and the trailer had Circle City Lawnscaping painted on the side, and under the name was the number. The whole community center was about as big as a Monopoly house, and it looked older than sin, older than Adam and Eve the sinners. Except for the lock on the door. That lock was brass, and it looked shiny and new. I smiled to myself as I got the number off the side of the truck, feeling pretty pleased at having noticed that detail.
Happy about having gotten guided by the ATM receipt, to the bank, to the Catholic Community Center, to Reuben, to the door. Happy with all I'd done before, even before Bridge and his people managed to get me the full file. I was feeling the pleasure of discovery, the pleasure of the job. That's the problem with doing the devil's work. It can be pretty satisfying now and again. Pretty goddamn satisfying. En m'approchant du bâtiment, j'entendis avant même de le voir le rugissement d'un petit moteur. Un jardinier, penché sur son souffleur à feuilles, suivant un tracé bien net le long du virage et poussant un nuage de terre et de détritus sur la chaussée. Je montai sur le trottoir. « Hé, mec !» dis-je en lui faisant signe. « T'as 2 minutes ?» Le type me regarda un peu méfiant, mais coupa le moteur. « Hé, mec !» Petit à petit, je me mettais dans la peau de mon personnage, me donnant une allure négligée, chaloupant ma démarche, embrumant mon regard, un vagabond, pas bien malin et déjà un peu bourré. « Ça roule, mon frère ?» Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Le jardinier n'était plus tout jeune et devait traîner derrière lui une dizaine de vies passées à scoltiner ce genre de job de merde. Pas vraiment vieux, mais pas loin. Et pas très en forme non plus ce matin. Rincé jusqu'à la moelle et pressé d'en finir pour pouvoir se mettre à l'abri dans son camion avant que la pluie ne se décide à tomber. Ouais, pour tout dire, lui débitai-je à toute allure en passant ma langue sur mes lèvres, je suis un peu dans la dèche, tu vois ce que je veux dire, enfin, aujourd'hui, quoi. Il haussa les sourcils, juste un peu. Il était vêtu d'une combinaison vert sapin sur la poche de laquelle on pouvait lire Ruben, bordé dans un gros ovale blanc. Dans le dos, on pouvait lire en grosses majuscules Circle City Landscaping. Je laissais mes mots se bousculer au portillon. Ouais, tu vois, j'ai vu cette église et comme j'ai senti qu'il fallait que j'y aille. Parce que tu sais quoi, mec, les anges m'ont parlé, comme je te le dis. Et ils m'ont dit qu'il fallait que je rentre dans le droit chemin, le chemin de Dieu. Ouais, les anges m'ont dit d'y aller, que je devais me remettre dans le droit chemin aujourd'hui. Bah, c'est pas ici que tu y arriveras, mon gars, me répondit Ruben en laissant ses lèvres gercées dessiner un léger sourire. Parce qu'ici, camarade, c'est pas une église, c'est un centre communautaire. Ah, oh, ça appartient bien à l'église, mais c'en est pas une. Et en plus, c'est fermé. Oh merde. Ça fit marrer Ruben. Un bon gros rire bien gras. Désolé, vieux, mais comment ça s'appelle ? Le diocèse a fait fermer cet endroit il y a déjà un bout de temps. Bien 6 mois. Il nous envoie juste une fois par semaine, histoire que ça soit pas envahi par les mauvaises herbes. C'est tout. Oh, on dirait que mes anges se sont un peu emmêlés les crayons. On dirait bien, oui. Ça nous fit rigoler, mon pote Ruben et moi. Moi, je titubais un peu, lançais un regard noir à la bâtisse, pas aussi grande que Sainte-Catherine sur Méridiane et de loin. Vieille, façade en bois, un seul étage et un toit plat noir, une seule porte côté rue au bout d'une petite allée bordée de jardinières et de vignes vierges. L'une des fenêtres avait été brisée, une belle ouverture bien nette en plein milieu, comme une cicatrice qui n'aurait pas voulu se refermer. Cependant, un reflet doré m'attira au niveau de la poignée de la porte. Je restais les yeux fixés dessus, plissant les paupières comme si j'allais pouvoir l'ouvrir par la seule force de ma volonté, et ainsi obtenir le salut que j'étais venu chercher. Bon m'interrompit Ruben en levant son souffleur de feuilles, je ferais mieux de m'y remettre. Attends, dis-je sous le coup de l'inspiration. Vous cherchez pas du monde ? J'en sais rien, répondit-il sceptique en levant les sourcils. Faudrait demander à Rick pour ça. Rick ? Ouais, Rick. Ou Tiny, peut-être. Tiny ? C'est ça. Et t'as un numéro ? C'est écrit sur le camion, mec. Ben en avait terminé. Il relança son engin et j'entendis son bonne chance par-dessus le vacarme du moteur pendant que je me dirigeais vers le camion. Un pick-up pakistanais surélevé avec une remorque ouverte qui trimbalait une tondeuse, des râteaux et tout un tas de saloperies de ce genre. Le camion et la remorque étaient frappés du logo Circle City Landscaping, en dessous duquel était peint le numéro de téléphone. Le centre communautaire ne devait pas être beaucoup plus grand qu'une maison de Monopoly, il était aussi vieux que le péché, peut-être même aussi vieux qu'Adam et Ève, sauf le cadenas, en laiton, et qui, lui, avait l'air flambant neuf. Je souriais tout seul dans mon coin en notant le numéro de téléphone, assez content de moi d'avoir remarqué ce détail, content, avec un simple reçu de distributeur automatique, d'être remonté jusqu'à la banque, puis au centre, à Ruben et à cette porte. Content, en somme, d'être arrivé jusque-là avant même que Bridge n'ait pu me communiquer le dossier complet. C'était le plaisir de la découverte, la satisfaction du travail bien fait. Et c'est bien ça le problème quand on fait le boulot du diable. C'est qu'il peut aussi être gratifiant. Sacrément gratifiant. I have a question. What is so this, ce sont on peut émêler les crayons? Yes. Qu'est-ce que c'est? Translate. Because in English, the expression is your angels must have gotten their wires crossed. Yeah. So what is this expression? So on peut émêler les crayons. Literally, it's like they cross their pen. Cross their pens. Okay. So it's a. He just chose a different idiom to express the same idea. It doesn't really exist in French. It's just he made it up. Yeah. But the way we tell it in French. I love it. Mixing up. Translation is very hard. Yeah.
That is my brilliant idea for the evening. Because in fact, they tell a pencil, but they mean legs. Uh-huh. Alors, une chose qu'on peut saisir, là, je pense que ces deux extraits qui sont pris presque par hasard, sauf sous cette contrainte d'être vers le début pour pas trop dévoiler la façon dont ensuite l'enquête, le thriller rebondit. On a mentionné que c'était effectivement qu'il y avait des caractéristiques d'espionnage, d'infiltration. Une chose que je trouve moi frappante dans cette écriture, que ce soit dans l'original ou dans la traduction donc, de Eric Holstein, et on le sent parce qu'il y a vraiment un art du dialogue et de jouer en fait avec le surplomb du monologue intérieur. C'est-à-dire que ce qui est fabuleux avec ce personnage, c'est que il joue ce rôle. Il est pas en train de nous dire qu'il joue un rôle, mais il y a plein de petites remarques en fait. Impetto se dit, je me mets à chalouper ma démarche, je prends l'accent d'un mec un peu éméché. Et tout ça, il le fait tout en avançant, en faisant en fait son rôle. Et il va être comme ça. Il y a vraiment un côté de mettre en scène le mimétisme en fait et l'art de l'espion, de l'infiltré. Et je trouve que la langue le rend particulièrement bien. Enfin, ce fait que et les changements de vocabulaire. Enfin, évidemment, il est complètement dans son rôle dès qu'on est dans le dialogue. Et puis derrière, en fait, il est soit complètement méprisant, tout un tas de saloperies dans cette benne de jardinier de merde. Enfin, je traduis librement parce que c'est pas exactement ce qu'il dit, mais enfin, c'est quand même l'idée, quoi. Et il y a vraiment cette capacité à nous mettre en fait dans la scène. Et on l'avait vu avec le prêtre également. Il est en train d'essayer d'apitoyer en fait le prêtre pour qu'il lui dévoile ses filières, si filières il y a, tout en étant en même temps d'analyser comment il va s'y prendre et qu'est-ce qu'il faut, sur quel truc il faut qu'il appuie. Je trouve que c'est assez magnifique. Voilà, c'était une parenthèse parce que There's in many of my favorite kinds of books. I'll give you 3 examples. There are 3 very different books that do something similar. One is Invisible Man by Ralph Ellison. It was a sort of a very famous American novel, a black writer in the 1962, I think. That might be wrong. But the book Invisible Man, it's about, it's a black man or African-American man who is having to keep changing who he is in order to survive in a society that does not believe that black people are fully human. And this is 100 years after slavery. This is America in the 1960s, but he's facing racial prejudice and discrimination. And so he has to keep sort of making himself new, keep pretending to be somebody he's not. And that was a big influence on this book. But then I'm a big fan of espionage fiction, of spy thrillers, and Jean le Carré. And George Smiley, yes, and so those characters, George Smiley and his teams, are constantly having to perform, and a character might have 3 or 4 different names over the course of a novel. They have a work name, and they have a code name, and they have their real name, and they're always shifting and shifting. And then also, one of my favorite crime novels is The Talented Mr. Ripley by Patricia Highsmith. And so Ripley is not a hero. He is just the worst kind of criminal. He is a fraud and a murderer, but he has this great genius for pretending to be people he is not. And it's one of the delights of the book, and the film version, actually, with Matt Damon, one of the delights is just watching him immediately slip in and out of these characters in order to get something. So I think that all of those very different kinds of fiction influence this character, who both by nature and by profession is a chameleon, is always shifting in order to survive, in order to achieve his mission, and in order to, because he is not allowed to be fully human, he is always having to pretend to be other people. Et cette façon de devoir jongler en fait en permanence entre des identités de façade et puis en fait qui sont parfois enchaînées les unes aux autres et de pas s'y perdre totalement, avec toujours le risque auquel sont exposés aussi les agents double, triple ou quadruple chez Le Carré ou chez Dayton par exemple. C'est vraiment voilà, il y a un jeu en fait de cynisme et de professionnalisme, et puis aussi de ce qu'on ressent intérieurement, si on ressent encore quelque chose. Et il y a un magnifique travail littéraire en fait pour nous faire vivre en fait ce fait d'être vraiment on the edge
en permanence, qui correspond au travail effectivement d'espion ou d'infiltré, mais aussi au fait que c'est pas un espion ou infiltré quelconque, c'est pas un professionnel recruté à la sortie de l'université pour devenir espion, c'est quelqu'un qui a sa propre histoire, qu'on va découvrir peu à peu justement. Ben nous l'a dit, c'est lui-même effectivement un esclave qui a été ensuite échappé puis libéré en échange d'un travail pour le gouvernement. Donc libéré peut-être de l'esclavage, mais pas libéré en tout cas tout court. C'est pas un homme libre. Et donc il y a vraiment quelque chose comme ça. Mais ça enchaîne pas tout à fait avec cette première question que je voulais poser, qui est voilà, pourquoi écrire en 2016 sur l'esclavage? Why did I write a novel set in 2016 where there's still slavery? No, why did you choose to write in 2016 a book about slavery? Oh, okay. I was close though. Yeah, close, very close. Well, because put sort of most clearly, I think that the history of slavery in the United States is still very much a part of the present. That there is endless examples of contemporary racism and racial violence in my country that in many ways is not separate from our past as a slaveholding state, but is rather directly related to it. And so I think that the initial inspiration or idea for the novel came from my reaction to, there have been, continue to be, a series of very high-profile incidents of police violence in Black communities, shootings of unarmed or innocent Black men and women and children, sadly, in some cases, and the resulting public conversation in the news and tends to circle around things that are small, tends to say, well, how could this have happened? Blaming sort of one individual racist on the police force, or saying, well, if they just had cameras in the cop cars, then this would stop happening. Finding small explanations and ignoring this one huge fact about the country, which is that it was founded as and remained for many years of its history a slave state, a slaveholding state. And so that was the genesis of the book, was thinking about how much that past is still a part of our present. And then this is, as a writer, creative thinker, it's sort of this idea of, well, what if we collapse the past into the present and say, well, what if in fact the Civil War never was fought? Lincoln was assassinated before he could prosecute the war, and to create this world of today that is different. To be sure, it's very different, but also here, look at the ways that it's the same. Look at the ways that the presence of the institutions and attitudes that were formed during slavery are still with us now. So donc vous avez, tu as choisi, voilà, j'aime bien cette idée de collapse en fait, parce que l'Uchronie, donc le what if, avec son point de divergence effectivement qui se trouve ici. Alors le point de divergence, c'est complètement, comme on dirait, self-explanatory. C'est l'endroit où l'Uchronie apparaît parce qu'on n'en suit plus l'histoire telle qu'on la connaît. Et il y a un endroit qui peut être unique, qui peut parfois être un peu ramifié, où tout à coup il s'est passé autre chose. Et là, ça part effectivement du fait que Lincoln, peu avant de se lancer, donc avec toute la force et l'énergie et la capacité de conviction et le charisme qu'on lui connaît, donc peu avant 1861, en fait quelques mois avant de se lancer en guerre de sécession, en fait est assassiné. Et du coup, la guerre de sécession n'a pas lieu. Et là on découvre, en tout cas pour un Français, on découvre que justement la guerre de sécession, donc la guerre civile n'était pas inexorable, puisqu'il y a eu des compromis en fait pour éviter la guerre qui ont été étudiés. Et l'un d'eux notamment, qui a été juste un épiphénomène politique, parce qu'enterré justement dans les oubliettes ou presque de l'histoire, puisqu'il y a eu la guerre de sécession, qui était un compromis que Ben Winters donc est allé chercher et l'a exhumé, lui a donné force. Justement, c'est là-dessus qu'on va fonder la loi, puisque tout le but pour les États
sécessionnistes, enfin ceux qui sont devenus les États sécessionnistes, c'était effectivement qu'on puisse pas, si on trouve un arrangement maintenant, qu'est-ce qui nous dit que dans 5 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans, on va pas encore revenir nous dire ah non mais c'est pas bien l'esclavage, enfin non, faut arrêter. Et donc le seul moyen pour des Américains de fixer ça pour l'éternité ou presque, c'est de le mettre dans la Constitution. Parce qu'avant de s'attaquer à un amendement, on le sait, dans le système américain, c'est presque impossible. Ça demande un travail colossal. Et du coup, en mettant ce compromis dans la Constitution, on établit un univers qui évolue, sinon grossièrement comme le nôtre, enfin sur plein d'aspects, mais où il y a un État américain ne sort de l'esclavage que s'il en a envie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le forcer. Et donc il y en a quand même qui sont sortis, parce qu'il y a des campagnes de droits civiques, enfin de droits civiques, il y a des campagnes de boycott, il y a toutes sortes de choses, mais il y a les hard four, 4 États qui résistent, alors qu'ils sont 4 parce que en fait les 2 Carolines ont fusionné à un moment, et donc qui sont comme une espèce d'enclave. Alors on ne parle même pas d'apartheid, on parle vraiment d'esclavage 1860, au milieu des États-Unis. Et alors, par quels moyens, en fait, qu'est-ce que spécifiquement, peut-être que c'est difficile parce que c'est là que l'art littéraire joue, mais qu'est-ce qui fait que le what if, l'Uchronie, apporte en fait dans le ressenti, dans le débat contemporain? What did you choose? What if? does What parallel if? history Bring specifically to the contemporary debate? It's a way. It's a way in. It's a lens. It's a lens through which to look at something in a new way. You know, that's what a great crime story does. It's what a great science fiction story does. It is certainly what a good, I love this French word, uchronie, does. It allows us to look at something that we think we understand or we have tried to understand, to look at it from through a new light, you know? So like, this was a choice, a very specific choice. The previous novels that I'd written, the Last Policeman books, which are also alternate history, but in a different way, that was a mistake, or not a mistake. It was a happy accident. That I wanted to write a detective story. I really was like, oh, you know what would be cool? If there was an asteroid that was on the way to destroy all life, but my hero is nevertheless trying to solve crimes. I was like, that's cool. That'll be a really fun story. And that kind of adolescent excitement way of, oh, awesome. What a great idea. But then as I was writing it, I sort of became aware that I was writing about the fact of death, and you know, and that we are all facing extinction in one way or another, and how does that inform our decisions, and how do we order our lives? Therefore, I was like, oh, well, this is interesting. I've sort of accidentally found a way to write about something that matters, that is interesting and important and moral in a fun way or an interesting way. And so when I was setting out to write my next book, as I said before, I was very distressed by and also interested in, as an artist, these issues of racial violence in America, and sort of the origins of racism and the persistence of racism. And I thought it would be an interesting approach. It would give us a new lens to imagine this uchronie, to bring past and present together, specifically because I thought that those issues of the past, of the huge role that slavery played in the forming of the country, tend to be, by many Americans, I think, willfully or not, sort of ignored or left out of the conversation when talking about present-day racism. As if we have racism today, and it's really bad, and slavery in the past, and that was really bad, but the two things don't have anything to do with each other somehow, which is insane, of course, and it is impossible to reckon with the problems of today without reckoning with the problems of yesterday. But we are a people that loves to be optimistic and forward-looking and say, everything is great, we're all equal, what are you complaining about yesterday for? We must move forward together. But of course, it's not that simple. So. Là où cette lentille fonctionne merveilleusement, mais comme une sorte presque de sous-produit, mais de sous-produit assez génial,
parce que là, on n'est pas sur le terrain effectivement on va y revenir, hein, mais de l'impact, de l'ombre portée permanente en fait du fait esclavagiste dans les États-Unis contemporains, dans les formes que prend le racisme automatique, le fait que Black Lives don't matter that much, enfin, et ce qui est très intéressant, et on l'a senti par les petites notes légèrement ironiques pendant le dîner en fait, sur les tomates qui sont garanties sans esclaves. Il y a tout le long en fait du roman une toile de fond qui est les moyens, en fait il y a les moyens d'action légaux en fait, et il y a à la fois une réflexion sur la judiciarisation en fait de tout, le fait que les US Marshals fédéraux sont tenus de faire respecter la loi, et la loi, elle implique que ces 4 États, ils ont parfaitement le droit d'avoir leurs esclaves, et que si les esclaves s'enfuient, c'est illégal, on doit les leur ramener. Donc en fait, des États qui sont en majorité en termes d'opinion publique anti-esclavagistes utilisent quand même leurs moyens pour faire appliquer la loi telle qu'elle est, donc la Constitution des États-Unis, qui fait que... Donc il y a cet aspect-là, il y a vraiment un aspect qu'on va retrouver, l'égalité, légitimité, qui est là tout le long. Puis ensuite, il y a tous les moyens de pression civile, les campagnes médiatiques, les boycotts, tout, et le sentiment aigu de leurs limites face à un adversaire qui est raisonnablement décidé, en fait, à fiche. Hein. Puis on trouvera toujours quelqu'un pour contourner un embargo, on trouvera toujours quelqu'un où il y a un méga profit à faire qui va s'arranger. Et donc en fait, même si c'est pas l'objet en fait principal de ce roman, c'est tellement bien fait dans le contexte qu'il y a vraiment je trouve moi aussi un questionnement sur en fait l'action politique contemporaine, ses moyens, ses limites. Et c'est assez fascinant de le voir appliqué effectivement dans une uchronie qui pourrait paraître exceptionnelle. Et pourtant, il y a plein de choses qu'on retrouve sur des sujets moins monstrueux peut-être que l'esclavagisme, mais où il y a vraiment cette façon de faire très concrète en fait, en voyant les marches pour des choses qui ont obtenu, y compris dans les je sais plus combien il y a d'États exactement, donc du coup, mettons dans les 46 ou 48 États, dans les autres, enfin pas 48 du coup, 47 autres États, tous ces moyens entre 1860 et 2016 ont obtenu quand même. Hein. Il y en a un qui a disparu. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Mais on voit que les hard, ils s'en fichent de ça. Ils trouvent des moyens pour continuer à faire, malgré l'opprobre, malgré le truc. Et c'est vrai que ça renvoie à des choses aussi extrêmement contemporaines. Hein. Ouais. Ouais. Pardon, c'était plus une remarque qu'une question. Ma question, alors, elle renvoie à la fois, et je vais peut-être faire les deux en même temps, à la fois des questions de source, justement, à partir du moment où tu as décidé de prendre à bras-le-corps cette question de l'ombre portée de l'esclavage, qui n'est pas justement une affaire d'individus qui sont un peu racistes, et si on met des caméras, tout va bien se passer dans les voitures de police, qu'il n'y a pas que ça, qu'il y a quelque chose de plus systémique, de plus fondamental. Mais pour rentrer dans ce sujet, donc il y a la question effectivement des sources, de la documentation, parce que c'est un corpus qui existe dans la littérature américaine, surtout dans la littérature afro-américaine. Et puis il y a cette petite controverse qui a eu, qui je crois maintenant c'est un peu tassé, mais qui reste quelque chose qui est un peu à fleur de peau malgré tout, qui est dans quelle mesure un écrivain blanc qui n'a pas vraiment vécu dans des ghettos à Watts ou à North Harlem, est-il légitime en fait pour parler de l'esclavage, pour le mettre en scène et pour faire spéculer lectrices et lecteurs à propos justement de ce que veut dire vraiment l'esclavage aujourd'hui? So what about your research and sources and about the controversy as a white author to write about black issues? Sure. It's not a black issue. It would be like saying that the Holocaust was a Jewish issue. Slavery was and contemporary racism are violence committed upon black people by white people, not the other way around. And I think there is a
although it is a very valid question to ask, is it okay for white artists to represent black voices? I don't think there is any universe in which white writers should entirely avoid writing about so-called black issues and therefore leave it to black people to figure out these problems and say, well, it's a black issue, so good luck with the racism that you face every day, even though there's nothing you can do about it because you're the victim of it. I did, and I'll circle back to the question about research if you like, but I did, the controversy was twofold. The first is, can a white writer some sort of accurately or appropriately write a character who is black, and write about issues having to do with black communities? And I think the answer is complicated. I think, in summary, my answer is yes, a white writer can write a black character in the same way that I, as a straight writer, can write a gay character, that I, as a man, can write a woman, that I, as a Jew, can write a Gentile. I think if we start to impose limits on where a writer's imagination can go, we quickly run into difficulty. However, I think there is a corollary responsibility that goes along with that freedom, which is you have to do your homework, you have to do research, you have to approach the character and the character's voice with humility and an understanding of what you don't know, and a willingness to learn, and a sort of affirmative attention to the fact that many, many white writers, particularly in American literature, I don't know the story in French literature as well, but have written black characters in ways that are stereotypical or ugly or stupid. And it was very important to me that this character not be in that tradition, that it be part of the grand literary tradition of writers of all kinds, writing people of all kinds in their full humanity. So, which kind of takes me back to the research question, in that to prepare this book, I read a lot of histories of slavery and slave narratives. There's this very sort of famous body of literature in America of the slave narratives, and also there's something called the WPA, which in the years in the early part of the 20th century gathered up, did interviews with surviving slaves, those who had been enslaved, and so there's these recorded histories of slaves and the lives of slaves. But then also I read a lot of great works of fiction by great African American writers, and also just talked to people, like real people that I know, about their lived experience, and tried to make sure that Victor wasn't just, I don't know, some reductive idea of what a black person sounds like, but rather a full human being as shaped by his very particular experiences, as we all are. So yeah, that's the sort of long answer, but I hope I got it right, and who knows. I also think when faced with criticism of that nature, it is one's reaction or one's instinct to shut down and say, I can do whatever I want. I am an artist. I have freedom, unlimited freedom. How dare you question the artist? But I actually think in cases like these, they are very valid questions and they are very worth engaging on. And I tried as hard as I could, although it is hard to listen and I actually ended up having very valuable conversations with some writers about these issues. And at the end of the day, all I could say is, I hope you get a chance to read the book and see that the character is not what you are afraid it is, and that I'm not handling these issues in the way that you are afraid I am. And that's all I can do. J'ai l'impression que ça a bien fonctionné, parce que quand j'ai fait moi mon propre homework pour la soirée, après avoir lu le roman, et que j'ai parcouru un peu les débats en fait et les discussions qu'il y avait pu avoir, soit dans des cercles littéraires, soit dans des cercles beaucoup plus politiques, il semble qu'effectivement, après une réaction initiale qui était en partie un peu réflexe, instinctive, il y a eu effectivement une prise en compte du fait que la documentation est exemplaire, que les sources sont non seulement remerciées, mais qu'en plus par le travail parallèle et préliminaire, dans certains cas sur son blog, en fait, Ben Winters avait notamment
indiqué sans et pas juste par un acquis de conscience. On sentait que c'était authentique. Enfin, le travail sur Ralph Ellison, sur James Baldwin, sur Zora Neale Hurston, par exemple, qui irrigue effectivement le travail. Et je pense, enfin moi j'ai le sentiment que, en tout cas, beaucoup de commentateurs qui étaient très remontés en fait dans les premières semaines ayant suivi l'apparition du livre, en fait, se sont nettement calmés et ouverts en fait ensuite, et donc que le livre obtient aussi une partie de ce qu'il cherchait, c'est-à-dire de provoquer un débat beaucoup plus serein. Some sort of reflex at first, and then when people saw the research you did, they toned down a little bit and they understand what you were wanting to do. And Perhaps, so, yeah. That's what he feels when he such. That's what your research revealed. Yeah, some of it. I think also we live in a cultural moment where it is that social media has both sped up the reaction to things and sort of allowed for a vaster and a quicker communication, which is very, very positive in some contexts. In some contexts, it allows people to very quickly draw an impression of something. If you were just judging a book, not even by, you're not judging by the book, you're not judging by the cover, you're judging by a blog that was written about an article that was written about an article that was written about the book. So there's a sort of an attenuated relationship between the reaction and the actual thing. So I think you're right. I think in this case, I did ultimately feel that the book was received for what it is, which was an earnest and perhaps flawed, but I think genuine attempt for me as a white writer, or certainly as a writer at all, to grapple with difficult, complicated issues using what I know as a crime writer as a sort of a means to approach them. Whereas I think what people assumed that it was, or were afraid that it was a kind of cheap exploitation of the terrible history for the purposes of writing a stupid crime novel. That it was the opposite of that. That it was me using the crime novel as a medium through which to talk about something that matters. It's a tricky thing because it's tricky. Moi, c'est pour ça que je trouve que ce roman est une belle réussite, quoi, parce qu'il est à la fois c'est un roman à part entière qui tient debout, qui est vraiment passionnant en tant que thriller, que roman d'infiltration. Que ces caractéristiques uchroniques en fait tiennent debout et puis font le job, c'est-à-dire de faire réfléchir tiens oui en fait ce truc là c'est pas naturel comme ça et puis moi je suis très sensible, c'est vrai, au fait que tout en parlant avant tout et au premier chef de ce que l'esclavage a été et a fait aux États-Unis et continue à faire aux États-Unis et au reste du monde quand ils sont concernés, mais que en fait, le roman réussit à parler de bien d'autres choses que l'esclavage encore. Il parlait réellement d'un truc face à ce qui est légal, légitime, ce qui est acceptable, pas acceptable, et en fait, le moyen, la façon dont la société en fait est équipée ou pas pour gérer avec ça. Donc c'est un roman qui à aucun moment il y a justement il est trop malicieux et trop rusé, ce roman, pour tomber dans les discours un peu prêcheurs, même s'il y a des prêtres, mais il y a pas de prêche. C'est très rusé, c'est vraiment on nous montre sur la table, on nous fait rentrer dans les mécaniques, dans les tourments intérieurs en fait d'un personnage particulier, et c'est à travers lui en fait qu'on est confronté à tout ce qui est caché dans les plis, dans les non-dits, et c'est assez remarquable. Donc c'est vraiment un très bon roman, j'ose dire bien au-delà de son sujet, enfin qui est déjà extraordinaire. Et donc comme on s'approche un peu de la fin du temps qu'on s'était fixé, je voudrais dire aussi que c'est aussi un cadeau idéal, parce que Noël approche, et c'est un roman donc il ne faut pas hésiter à offrir, parce qu'il est complexe et riche, et c'est pas simplement un roman qui s'adresse aux gens qui s'intéressent à l'histoire de l'esclavage aux États-Unis, bien loin de là. C'est pas non plus un roman uniquement pour les fans d'Uchronie, c'est un roman qui parcourt en fait pas mal je trouve, de secteurs de ce qui nous intéresse dans la littérature. Et en plus, on y passe un bon moment, même s'il y a des moments un peu, il faut bien le dire, un peu raides quand même, parce que c'est un vrai roman. Good Christmas gift idea. Oh, good Christmas gift idea. Yeah, great. And that it's not only for people who like science fiction, and it's
That was good. Yeah, Thank so- you. Yeah, thanks. It's categories are Yeah. tricky, you know. Goes And we've talked beyond, about yeah, this yeah. before. That Oh. it is a science fiction novel only in the narrow sense that it has this Yukon-y aspect, but hopefully it's more than that. It's a crime novel also, but it's also just a novel. It's just a roman. It's just a story. Yeah, A speculative fiction. Yes, but yes. but also like there are great novels that are considered simply great novels. Philip Roth's The Plot Against America is a great Philip Roth novel, and no one would say, well, Philip Roth is a science fiction novelist. That novel simply chooses this lens, this same thing with the Yiddish Policeman's Union, the Michael Chabon. It's just a great literary novel, but it is speculative. I'll think of more. But Stand on Zanzibar also is Which one? Stand on Zanzibar from John Brenner. Oh yeah. It's also a great novel. Period. We don't really. Some people care about the labeling, and it has marketing reasons and community reasons, but from a strict reader experience point of view, we don't care. Moi, c'est ce que je pense, en tout cas, vous savez. I'm not looking for science fiction. I'm looking for speculative Exactement. fiction. Mais justement, c'est pour ça que in any novel, I'm looking for speculation. Yeah, that's right. What is a novel if not speculation? ce That's roman est exactly assez right. exemplaire. What if there was a justement. guy who was De la fiction obsessed with a spéculative whale? au meilleur Yeah. sens. Donc, n'hésitez pas à continuer les conversations autour d'un verre ou plusieurs après que vous aurez fait dédicacer donc vos 2, 3, 4 exemplaires selon vos souhaits. Et en tout cas, merci beaucoup à Ben Winters d'avoir Merci. accepté cette invitation. Enfin, vraiment. Thank you so much. I was so happy to be here. Thank you very much. Thank you all.